des cigares du pharaon. En fait, c'est un petit garçon qui a rêvé dans Bruxelles et puis qui a réutilisé tout ça plus tard pour faire des aventures au bout du monde. Et donc, au fond, l'univers de Tintin qui nous paraît si exotique, c'est un univers qui est nourri du tout proche, du tout immédiat. Ces petites rues sans charme particulier, ces petites rues de rien du tout, est-ce que c'est pas le début du crabe au pince d'or? Même les poubelles qui sont là, vous savez, ces poubelles dans lesquelles Milou fouille, il trouve une boîte de crabe, et de cette boîte de crabe, toute une histoire va sortir. Georges Rémy est né le 22 mai 1907 à Bruxelles dans une famille catholique, royaliste et nationaliste. Son enfance est sans histoire. En fait, la grande affaire de sa jeunesse sera le scoutisme. À l'école chez les frères, il dessine déjà des histoires en images sur ses cahiers. En 1924, il publie son premier dessin dans le Boy Scout belge. Ses études terminées, il rentre au XXe siècle, un journal clérical et nationaliste. C'est là qu'il crée Tintin, un reporter de 16 ans qui va rouler sa bosse sur tous les continents. Un gigantesque travail de recherche et de documentation. Aujourd'hui, 4 personnes travaillent au classement de ces archives exceptionnelles. Dans un premier temps, c'est Hergé, son épouse, qui patiemment découpait dans les revues, collait des photos, retrouvait, faisait des croquis, etc. Et puis par la suite, son père l'a aidé dans ce travail, donc à vraiment créer une sorte de bibliothèque d'images. On a reclassé tout ça. Et dans un deuxième temps, l'objectif était de retrouver les corrélations entre cette documentation et les cases dans les albums. Voilà un document très intéressant, par exemple ici, ce sont les choupos allemands tels qu'on les retrouve dans Tintin au pays des Soviets. Ce document-ci est fort intéressant aussi, donc c'est une gueule de lion en gros plan, et elle a exactement été reproduite, quasi telle quelle, en tout cas dans une scène qui est restée célèbre entre un face-à-face, on voit Tintin donc face au lion. Hergé, c'était une éponge, c'est-à-dire qu'il s'inspire énormément de tout ce qui tournait autour de lui. Il était passionné par toutes les sources d'informations, mais il avait, si vous voulez, ce don qui est typique à l'artiste, de remettre ça sur papier avec sa sauce personnelle, avec sa touche, sa griffe personnelle. Pour les chercheurs, cette documentation est une véritable mine d'or. Philippe Godin est l'un des rares à pouvoir y accéder. Il y a 30 ans, il a entrepris une œuvre considérable, restituer le quotidien d'Hergé au travers de ses dessins, une sorte de chronologie de l'œuvre. À ce titre, il est un des rares à pouvoir observer les planches originales. Celles-ci ont été sorties tout spécialement d'une banque où elles sont normalement entreposées. Il y a une certaine rondeur, si vous voulez, dans le dessin, il y a une espèce de caricature, il y a un grand sens du blanc et du noir, puisqu'il ne faut pas oublier que cette histoire apparaissait en noir et blanc. Tenez, en voilà une ici, par exemple, qui est très cinématographique. Très cinématographique, Tintin est sur les voies de chemin de fer, et Hergé alterne des vues sur Tintin, vues dramatiques, parce qu'il est attaché, il ne peut pas bouger, avec des roues d'une machine extrêmement infernale, je vais dire, et il alterne les deux. On voit Tintin, on voit le train, on voit Tintin, on voit le train. C'est un drame, c'est du cinéma. Il ne faut pas oublier que quand Hergé a fait ces histoires, il ne visait qu'à une chose, c'est à divertir et à dépayser. C'était bien avant la télévision, bien entendu. Je crois que Hergé a toujours insisté sur le fait que son dessin devait faire rêver les enfants. Et je pense qu'il y a réussi. Près de 20 ans après la mort de son créateur, Tintin continue à faire rêver. Pour les publicitaires, Tintin, c'est l'assurance de toucher les petits et les grands enfants. Mais là encore, pas question de déroger une marque d'alcool parce que par principe, Tintin est quelqu'un de propre, de clean, de politically correct. Tintin est propre, sans tache, mais son créateur lui traînera toute sa vie une zone d'ombre qui débute ici au journal Le Soir. 1940, la Belgique est vaincue, Hergé est sans travail. À la demande de plusieurs amis de jeunesse, il trouve refuge dans ce quotidien contrôlé par la propagande allemande. Le 17 octobre, Tintin fait son apparition dans Le Soir Jeunesse. Cette collaboration va durer 4 ans. On est le 11 novembre 1941, un an plus tard. On manque de papier, donc le supplément jeunesse a disparu. Donc Hergé publie sur des petites cases de 3-4 cases par jour, donc il adapte son rythme de production. Et ce jour-là, c'est la publication d'une case très controversée parce qu'elle reprend une blague antisémite assez stupide qui dit globalement que quelqu'un est heureux que la fin du monde arrive parce qu'il ne devra pas payer ses créanciers. Ça fait appel à la caricature juive tout à fait élémentaire qui est courante à cette époque-là.
Je pense qu'au moment où il le fait dans un environnement et il ne se pose pas trop de questions par rapport à cet environnement. Il ne se rend pas compte, je dirais, que cette vignette peut être extrêmement blessante, voire dangereuse pour d'autres. Bon nombre d'universitaires, d'écrivains vont se lancer sur la piste d'un Hergé collaborateur. Pour certains, les dessins parus en novembre 1941 sont sans équivoque, ils sont antisémites. Alors dans ce numéro donc, du 15 juillet 1942, il n'y a pas de bande d'Hergé, il n'y a pas de bande de Tintin et Milou, mais il y a un dessin d'Hergé qui se trouve en première page, en une du journal. Donc, alors sur la même page 1, on regarde et alors on voit par exemple que on nous dit les endroits interdits aux juifs en France occupée, et en dessous on apprend que 57 000 juifs ont dû quitter la Slovaquie. Alors j'aime bien l'euphémisme du titre, hein, ont dû quitter. Alors bon, je ne pense pas que Hergé pouvait ignorer ce qui se passait à ce moment-là en Europe, puisqu'il avait un journal, son propre journal, qui lui expliquait à lui et à tous les lecteurs du soir ce qui était en train de se passer. Je pense que justement la grave erreur, c'est qu'on dise qu'Hergé n'était pas responsable. Alors ça, je ne comprends pas pourquoi un homme ne serait pas responsable de ses actes, de ses paroles et de ses dessins. Et puis peut-être chose un peu plus insidieuse, plus gênante, la guerre a fait décoller les albums de Tintin. La guerre a représenté pour lui une vraie chance, parce que c'était une époque où les livres étrangers n'entraient pas, et où il a publié dans le plus grand journal belge, même s'il était sous contrôle de l'occupant, et donc ça a représenté pour lui un vrai tremplin, une vraie rampe de lancement. Et donc ça c'est aussi quelque chose qui peut peut-être gêner. Pour Hergé, l'occupation allemande sera un tremplin. Le dessinateur va se consacrer uniquement aux aventures de son personnage. Il travaille pour Le Soir, mais aussi pour les albums édités par Casterman. Le petit-fils de l'éditeur a conservé toute la correspondance entre les deux hommes. Il voulait surtout continuer à travailler. Il dit dans ce courrier à Casterman, qui est très riche, il dit mais si je ne peux pas retrouver un support de presse pour travailler, je n'ai plus qu'à me faire chanteur de rue. Son métier, c'est de publier Tintin. Et donc il est tout content, il le dit à Casterman, il est tout content quand on lui propose de créer le supplément pour les jeunes, Le Soir Jeunesse. Et il dit, tu te rends compte, ça tire à 350 000 exemplaires. Et il ne voit que ça. Et pendant toute la guerre, il a proposé à Casterman de faire la publicité dans Le Soir, etc. Il voit véritablement le succès de sa série. La fin de la guerre approche et dans cette lettre, un ami d'Hergé l'incite à la prudence. Une fois la Belgique libérée, la parution de Tintin dans Le Soir pourrait être mal interprétée. Le gouvernement belge en exil à Londres annonce déjà qu'il punira sévèrement ceux qui ont aidé l'ennemi. Les réactions que tu crains sont fort possibles. Je dirais même qu'elles sont probables. Il y a de cela des indices non équivoques. Je suis déjà catalogué parmi les traîtres, entre guillemets, pour avoir publié mes dessins dans Le Soir. C'est pourquoi je serai fusillé ou pendu. On n'est pas encore fixé sur ce point. Donc il prend ça à la rigolade presque. Donc manifestement, la mise en garde de son ami Charles Laine, Hergé n'y prête pas beaucoup d'importance. Il dit oui, c'est vrai, j'aurais peut-être... Mais il n'y croit pas parce que je suis convaincu qu'il n'avait pas conscience d'être collaborateur. Autre menace, celle de la Résistance, qui publie une galerie des traîtres où elle dénonce les collaborateurs du journal Le Soir de s'être sciemment mis au service de l'ennemi. Les 40 journalistes dénoncés dans ce tract, seul le père de Tintin a le privilège de figurer 2 fois. La première sous le nom de Georges Rémy sans photo, la seconde sous le nom d'Hergé avec photo. Le dimanche 3 septembre 1944, Bruxelles est libérée. Hergé est l'une des premières victimes de l'épuration. À minuit, il est arrêté à son domicile, on lui interdit toute publication. En mai 1946, il est officiellement blanchi et retrouve ses droits civiques. Bien sûr, ça m'avait très frappé, très choqué, bien entendu. Évidemment, il a continué, bien sûr, on ne peut pas nier certains faits, mais était-ce un crime? Est-ce qu'Hergé a poussé au génocide? Est-ce qu'Hergé, je ne pense pas, quand on voit son œuvre, bon, c'est ça qui est apparu dans ça. D'autres, comme disait un de mes amis avocats récemment, il dit, mais en France, il y a des écrivains, beaucoup, qui ont continué à écrire, ils n'ont pas été tous inquiétés non plus. C'est un collabo passif. Il disait, je faisais mon travail comme un boulanger faisait le sien. C'est certain qu'il savait très bien qu'un journaliste a un peu plus de pouvoir. Qu'un journaliste, c'est quand même autre chose. C'est pas cette simple activité. Maintenant, ça n'a pas été un collaborateur actif. Il n'a dénoncé personne. Il n'a rien fait de catastrophique. Je veux dire, vous ne trouverez pas la signature d'Hergé au bas d'un appel haineux. Je ne crois pas qu'il était antisémite, en fait.
Et je crois qu'il baignait à ce moment-là dans un entourage qui était réactionnaire, qui était fascisant, qui était antisémite. Malgré cet épisode noir dans la vie d'Hergé, plus de 20 ans après la mort de leur maître, Tintin et Milou continuent à séduire les enfants de 7 à 77 ans. Ils sont toujours des millions à fraterniser autour du jeune reporter blond. Les 23 albums d'Hergé sont devenus une œuvre inoxydable, et sa veuve Fanny est formelle, il n'y en aura pas d'autre. Avec Tintin, Hergé a offert ses premières lettres de noblesse à la bande dessinée. Mieux, au fil des temps, il a créé une œuvre indémodable, mémoire d'un siècle, qui sans bruit se prépare à traverser le nouveau.